Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire EduRénov, qu'on a appelé Café des projets, sur la rénovation des bâtiments sportifs. Donc aujourd'hui, on va parler rénovation énergétique des piscines, rénovation des gymnases, rénovation des bâtiments sportifs. C'est un webinaire qu'on organise en partenariat avec l'Agence nationale du sport et avec Landis. Donc merci aux deux intervenants qui seront présents, donc Valérie Saplana, responsable du service des équipements sportifs à l'ANS, et Nicolas Foll, directeur du pôle sport loisirs à Fougères Agglomération et représentant de Landis. Et on a aussi la chance d'avoir une collectivité qui va faire un retour d'expérience, donc Fabrice Seri, ingénieur territorial de la commune de Biscarrosse sur la rénovation de la piscine Tournesol. Voilà, donc vu les températures actuelles, on a bien besoin de parler rafraîchissement, piscine de baignade. Et on vous présentera aussi quelques retours d'expérience de rénovation de gymnase. On va commencer tout de suite. Donc voilà, pour le déroulé, pour information, on va avoir à peu près 45 minutes de présentation. Et on garde à la fin un quart d'heure de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les poser dans la conversation directement, ou alors de toute façon à la fin on prendra un quart d'heure de questions-réponses. Vous pourrez ouvrir votre micro et puis poser vos questions directement aux intervenants. Mais tout d'abord, une question pour vous. Euh, on, donc on est aujourd'hui sur un webinaire qui parle de la rénovation des bâtiments sportifs. On voulait savoir quel était pour vous le bâtiment que vous souhaitez rénover en priorité. Est-ce que c'est un bâtiment scolaire, un bâtiment plutôt gymnase, piscine, un autre bâtiment sportif ou un autre type de bâtiment complètement? Et on a les réponses qui commencent à arriver. Merci pour vos réponses. On les voit donc dans le formulaire. Donc, c'est bâtiments quasiment à égalité, scolaire, gymnase, piscine et quelques autres sportifs. Mais on a aussi des scolaires, mais voilà, on va rentrer dans le détail. Merci pour vos réponses. Je me présente, je ne l'ai pas encore fait. Donc, moi, je m'appelle Maxime Lox. Je suis chef de projet communauté sur le programme EduRénov. Et donc, je travaille sur le programme EduRénov. Et je suis là pour vous aider, vous, collectivités, à rénover vos bâtiments scolaires et bientôt, certainement, les bâtiments sportifs. Voilà, donc le webinaire aura pour objectif de répondre à trois questions principalement. On va essayer ensemble de répondre un peu à ces enjeux. Donc, quelles sont les spécificités d'une rénovation d'un bâtiment sportif par rapport aux autres bâtiments que vous pouvez avoir en gestion sur votre collectivité? Pourquoi lancer des travaux et comment financer une opération? Alors, pour la présentation d'EduRénov, donc qu'est-ce que c'est, pourquoi rénover des bâtiments? Donc, historiquement, EduRénov, c'est sur la rénovation des bâtiments scolaires. Et en France, il y a près de 60 000 bâtiments scolaires. Beaucoup ont besoin d'être rénovés. Ça représente un coût important pour les collectivités. Et depuis récemment, on réfléchit avec nos partenaires aussi à la possibilité d'accompagner non seulement les bâtiments scolaires, mais aussi les bâtiments sportifs. Donc, on a regardé ce que ça impliquait. Donc, en France, il y a quasiment autant de bâtiments sportifs intérieurs que de bâtiments scolaires. On a 52 000 bâtiments sportifs intérieurs en France qui ont pour la plupart plus de 25 ans, donc qui ont été construits à une période où la réglementation thermique n'était pas la même. Et quand il y a une piscine dans une collectivité, la piscine représente 10% de la consommation énergétique totale de la commune. Voilà, ça peut être une charge très importante pour vous, collectivité. Et on identifie aussi des freins, hein. C'est qu'une rénovation d'un bâtiment, en général, c'est entre 1000 et 3000 euros. Donc ça nécessite un investissement important. Et parfois, ça nécessite aussi des compétences, un suivi, des études d'ingénierie importantes qui sont pas faciles à déclencher. Donc, EduRénov essaye de répondre un peu à ces enjeux. Donc, EduRénov, c'est le programme d'accompagnement qui a été lancé il y a 3 ans par la Banque des Territoires et qui a un seul objectif, c'est d'aider les collectivités à enclencher des rénovations de bâtiments scolaires et bientôt sportifs. Pour rentrer un peu dans le détail des bâtiments, donc voilà, sur les 52 600 équipements sportifs intérieurs qui existent en France, 30 000 sont
accueil des scolaires. Donc, il y a un lien très fort entre les bâtiments scolaires et les bâtiments sportifs. Voilà, plus de la moitié accueille des bâtiments des scolaires. Et on a une répartition, voilà, une grande partie qui sont des gymnases. Voilà, tout type de gymnase et aussi beaucoup de piscines. Donc, il y a 16 300 gymnases au décompte de 2024 et 3 700 piscines. Voilà, pour rentrer un peu dans le détail de ce que c'est EduRénov, et puis je laisserai l'ANS et Landis parler plus spécifiquement des bâtiments sportifs, puisque vous êtes des spécialistes du sujet. Pour intégrer EduRénov, donc c'est gratuit. Et on propose des accompagnements. Donc, les seules choses qu'on vous demande, c'est donc d'être un bâtiment, d'avoir un projet de rénovation d'un bâtiment scolaire. Tout bâtiment scolaire, de la crèche à l'université, donc les écoles, les centres de loisirs, les crèches, les cantines scolaires, ça fonctionne. Et la nouveauté, c'est que bientôt, on pourra normalement accompagner les bâtiments sportifs, les gymnases, les piscines, qui accueillent ou non des scolaires. Et on vous demande de viser soit 40% d'économie d'énergie, aligné avec les objectifs du décret tertiaire, et ou faire un projet d'adaptation au changement climatique. Donc, que ce soit des protections, la mise en place de protection solaire, de la végétalisation, des brasseurs d'air. Et pour vous, c'est gratuit et non engageant. Donc, il n'y a pas d'obligation après derrière si vous voulez rejoindre EduRénov. Et pourquoi y rejoindre EduRénov? C'est parce qu'on vous propose ensuite des accompagnements, trois types d'accompagnements que je vais détailler et ensuite je passerai la parole. Donc, il y a des ressources. Donc, on fait un certain nombre d'événements, on fait des retours d'expérience, on fait des webinaires comme celui-ci. On organise des événements en présentiel aussi. Donc voilà, donc des ressources à disposition. Ensuite, de l'ingénierie. Donc, on peut financer pour vous des études d'ingénierie pour vous aider à avancer dans un projet. Je vous présente ça dans une slide juste après. Et du financement. Donc, je représente en une diapo ces trois éléments. Voilà, donc les différentes ressources qu'on peut mettre à disposition, c'est des guides sur la végétalisation, sur le confort d'été. On a fait beaucoup de travaux dernièrement sur le confort d'été. On voit les enjeux qu'on a actuellement avec les surchauffes dans les bâtiments, mais aussi des questions très pratiques sur comment financer un projet, comment rénover un site occupé. Voilà, on a toute une bibliothèque maintenant de guides qui peuvent vous servir si vous le souhaitez. Faut pas tout lire, mais ça peut être utile en fonction de vos besoins. On a également des études donc d'ingénierie qu'on peut faire réaliser. Donc très concrètement, on a lancé un accord cadre à marché à bon de commande et on a recruté des bureaux d'études. On les a sous la main et quand on a une collectivité qui a un besoin d'une étude en particulier, on peut passer un bon de commande à un bureau d'études qu'on a déjà recruté et lui demander d'intervenir chez vous pour faire un audit énergétique, un diagnostic flash sur le confort d'été, un audit fonctionnel, un diagnostic financier pour voir si l'opération que vous prévoyez est viable économiquement. Et ça, c'est pris en charge à 100% par la Banque des Territoires pour vous permettre d'avancer dans votre projet, pour débloquer un peu une situation. Et le dernier point, c'est la partie financement. Donc, la Banque des Territoires fait partie de la Caisse des dépôts et on gère une partie des livrets A. Donc, on utilise l'argent des Français, votre argent si vous avez un livret A, pour le transformer en prêt et faire des prêts sur le long terme pour des projets structurants, notamment sur la transformation écologique. Et on peut donc, via ça, proposer des prêts qui sont calés sur le taux du livret A avec une petite marge, la plus petite qu'on puisse sur la rénovation des écoles. Donc concrètement, le taux du livret A est à 1,5%, plus 0,5%. On peut faire des prêts à 2% sur des longues périodes qui vont de 20 à 60 ans pour le financement des rénovations des bâtiments. Et avant de passer la parole, donc un petit teasing. Donc dernièrement, on a lancé un groupe de travail avec nos partenaires, donc avec notamment un groupe de travail coporté avec l'ANS, le Comité national olympique sportif français, et le ministère des Sports et de la Jeunesse de la vie associative, pour réfléchir à la rénovation des bâtiments sportifs, qui était en partenariat avec un très grand nombre d'acteurs, dont l'Andis et dont les fédérations sportives. Et on a un document qui va bientôt sortir, qui s'appelle la charte de la rénovation des équipements sportifs, et qui donnera voilà, des informations, des préconisations, des retours d'expérience aussi sur comment rénover un bâtiment sportif. Mais voilà, c'est pas encore sorti, c'est certainement pour bientôt. J'en dis pas plus et je passe la parole à,
à l'ANS, mais juste avant, une petite question. Encore une petite question pour vous, c'est où est-ce que vous en êtes euh, dans votre rénovation? Juste pour savoir si vous en êtes au début de votre rénovation, à la fin, enfin voilà, une petite question pour vous pour savoir où vous en êtes, ça nous sera utile. Je vous laisse répondre et puis je ferai un peu un détail des résultats tout à l'heure. Mais sans plus tarder, je passe la parole à Valérie Saplana, qui est responsable du service des équipements sportifs à l'ANS. Merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler de l'action de l'agence en matière d'équipement sportif et plus précisément en matière de rénovation énergétique de ces équipements sportifs. Donc si on peut passer à la diapositive suivante, voilà. Un petit rappel simplement pour ceux qui ne connaîtraient pas l'agence. L'Agence nationale du sport, c'est l'opérateur du ministère des Sports. Nous mettons en œuvre les politiques publiques qui sont arrêtées chaque année par le ministère. Il faut savoir qu'actuellement, le parc sportif est recensé via un outil qui s'appelle DataES et qui recense 333 800, enfin près de 333 800 équipements sportifs en 2025, inégalement répartis sur le territoire, dont près de 60% ont été construits avant 1995, hors évidemment équipements de sport de nature. Un tiers de ces équipements sportifs construits avant 1985 n'avaient pas fait l'objet de rénovation en 2023. Ça représente 1800 piscines, 12 000 gymnases, 5 000 salles polyvalentes. Donc, c'est pour dire le niveau de vétusté des équipements sportifs en France, malheureusement, et des équipements qui sont particulièrement énergivores. Voilà, donc d'où le sujet de la rénovation énergétique, de l'inscription dans le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est vraiment un objectif majeur et qui s'inscrit aussi dans le décret tertiaire qui cible une réduction de la consommation énergétique de 40% d'ici à 2030, 50% d'ici à 2040 et 60% d'ici à 2050. Donc, l'action de l'agence, depuis 2019, l'agence a soutenu 13 250 équipements pour près de 780 millions d'euros, dont 2300 équipements rénovés pour près de 300 millions d'euros, dont sur cette quantité, dont 320 piscines. Donc, on va poursuivre ce travail de rénovation et cette année, on fait un focus sur la rénovation énergétique. Donc, on va ouvrir, enfin, sont ouverts d'ores et déjà et depuis le mois de mars, 2 dispositifs qui s'inscrivent dans cette volonté de réduction de la consommation énergétique. Ces 2 dispositifs sont, alors le premier, un dispositif dédié aux piscines en territoire carencé, avec une priorité donnée à la rénovation énergétique, mais c'est le seul dispositif sur les 2 qui permet aussi éventuellement de construire des piscines, petites piscines de moins de 10 millions d'euros, mais avec vraiment une priorité donnée à la rénovation énergétique. Et un deuxième dispositif qui est, lui, dédié entièrement à la rénovation énergétique des équipements structurants autres que piscines, donc c'est-à-dire les gymnases, les terrains de grands jeux, les salles spécialisées, etc. Ces 2 fiches qui viennent de passer à l'écran, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Agence nationale du sport, donc agencedusport.fr. Vous voyez qu'il y a des liens en bleu. Lorsque vous allez sur le site et sur aide et subventions, vous allez trouver équipement sportif. Vous allez trouver ces schémas et vous allez trouver ces liens. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez donc fiche détaillée du dispositif, l'ensemble des critères, des process et du calendrier pour chacun des dispositifs. Vous aurez en dessous la liste des pièces obligatoires. Vous cliquez dessus, vous aurez toute la liste des pièces obligatoires pour ce dispositif. Vous aurez l'accès à la plateforme de dépôt des demandes de subvention Infrasport, qui est le petit lien en bleu. Voilà, et puis vous avez un autre petit lien à la fin sur l'audit énergétique, puisque dans les 2 cas, pour pouvoir demander une subvention pour la rénovation énergétique de l'équipement, il vous faudra avoir réalisé un audit énergétique au préalable.
Voilà, alors, ces deux dispositifs sont assez similaires, à l'exception de la possibilité de construire pour les piscines avec une priorité aux piscines qui comprennent un bassin d'apprentissage ou qui sont portées par des structures intercommunales. Ben, j'allais dire, l'ensemble des autres critères sont similaires aux deux dispositifs. Alors, les porteurs de projets sont les mêmes, sont éligibles aux subventions de l'agence toutes les collectivités, leurs groupements et leurs mandataires. Toutes les fédérations sportives, depuis la fédération, en passant par les ligues, les comités départementaux, les clubs et les associations locales à vocation sportive, et les sociétés coopératives d'intérêt collectif, d'intérêt collectif qui contribuent au développement de l'accès à la pratique sportive, les SIC. Hein, il y a des SIC à vocation diverses, hein, culturelles et autres, et donc nous rendons éligibles les SIC à vocation sportive. Diapositive suivante. Voilà, les territoires éligibles sont strictement limités aux territoires carencés. Donc, tous les territoires ultramarins sont carencés de fait. Les territoires urbains carencés sont les QPV. Et tous les projets situés dans un QPV ou à proximité immédiate peuvent être éligibles, mais seulement dans ces conditions. Les territoires ruraux carencés, ce sont les projets situés dans les FRR ou ZRR, donc c'est France Revitalisation Rurale et Zones de Revitalisation Rurale. Je me trompe sur le FRR, mais c'est pas grave, c'est l'idée, c'est à peu près la même chose. C'est entré en vigueur un peu plus récemment que les ZRR et il reste encore des ZRR en vigueur. Donc, soit les projets sont situés dans ces zones-là, soit dans une commune appartenant à une intercommunalité ayant signé un contrat de réussite et de transition écologique rurale, donc à caractère rural, ou les projets situés dans un bassin de vie comprenant au moins de 50% de population en FRR, ZRR. Et il faut aussi, s'il y a une double condition de territoire carencé, donc il faut être situé dans ces territoires et en plus être carencé dans le type d'équipement objet de la demande de subvention. On a restreint cette année l'action de l'agence parce qu'il y avait par ailleurs des restrictions budgétaires. Les budgets ont été réduits cette année. J'ai omis de vous dire que le budget pour le dispositif dédié aux piscines était de 10 millions d'euros. Celui pour la rénovation énergétique est de 8,8 millions d'euros. Donc, les budgets ont été réduits assez drastiquement et donc notre intervention a été recentrée sur notre action première, c'est-à-dire d'intervenir dans les territoires carencés pour réduire les inégalités territoriales. Le taux de subvention et le seuil, non, on va rester sur la, voilà. Le taux de subvention et le seuil minimal de demande. Alors, le seuil minimal de demande de subvention est à 100 000 euros. Sachant qu'on a un taux de subvention maximum de 20%, pour atteindre les 100 000 euros, il faut au moins avoir 500 000 euros de coûts de travaux. Voilà, hein, pour que 500 000 euros, en imaginant que toutes les dépenses soient éligibles, avec un taux à 20%, ça nous ramène à une demande maxi de 100 000 euros. Voilà, donc on ne prendra en compte que les demandes minimum de 100 000 euros et le taux maximum qu'on pourra attribuer sera de 20%. Ça, c'est la règle classique. Le porteur de projet doit abonder lui-même à hauteur de 20% minimum du coût total du projet dans son plan financier prévisionnel et pour le reste, aller chercher donc des subventions auprès de l'agence ou d'autres organismes. On a donné aussi une priorité d'examen des dossiers qui seront déposés et notamment ceux qui présenteront un caractère innovant. On est vraiment dans ce contexte de rechercher des innovations au profit justement de cette baisse de consommation énergétique. Donc, innovation dans tous les domaines, hein, au niveau de la conception, au niveau de la rénovation dans les types de rénovation, au niveau de la technologie qu'on peut utiliser au bénéfice de cette réduction énergétique. On a notamment, et je le cite parce que je trouve ça vraiment particulièrement intéressant, on a le plan urbanisme, construction, architecture qui propose de numériser les équipements sportifs rénovés.
c'est possible aussi de le faire sur des équipements sportifs à créer, de l'anticiper d'entrée de jeu, mais là on parle de rénovation. Et donc le PUCA met à disposition, alors c'est moyennant finance, mais des études qui peuvent être prises en charge ensuite par l'agence, voire par la Banque des Territoires dans le cadre d'un partenariat qui est en cours d'élaboration avec l'Agence nationale du sport. Mais donc, le PUCA met à disposition, sans avoir à mettre en concurrence, donc des prestataires qui peuvent numériser les équipements. Et cette numérisation, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet ensuite de suivre au plus près, j'allais dire, les travaux de rénovation dans le temps et d'être beaucoup plus précis et pointu sur la consommation énergétique par la suite. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on donnera une priorité d'examen aux projets qui auront fait cet effort de rechercher de l'innovation, quelle qu'elle soit. Les projets qui bénéficieront déjà d'une labellisation, comme les piscines de demain pour les projets de piscine et toute autre démarche environnementale. Alors, avant de reparler un peu du partenariat financier avec la Banque des Territoires, je vais poursuivre, si on peut passer à la diapositive suivante, voilà, pour indiquer que les appels à projets sont lancés depuis le mois de mars. Habituellement, on clôture à la fin du mois de mai pour tenir compte des élections municipales qui ont décalé, j'allais dire, dans le temps, la disponibilité des collectivités. On a donc décalé d'un mois la clôture des appels à projets donc, au 30 juin. Hein, ça sera donc dernier délai le 30 juin pour déposer la demande de subvention et donc la totalité des pièces obligatoires. Et ce ne sont que les dossiers qui auront été complètement déposés qui seront pris en compte. Il y aura une commission d'examen qui se réunira à l'automne, qui examinera les projets et qui proposera d'en soutenir certains et d'autres pas. Et définitivement, les subventions seront allouées aux bénéficiaires en décembre et ils en seront informés au plus tard au mois de décembre. Voilà, j'ai mis quelques liens de contact Agence nationale du sport. Donc, on a une adresse générique pour ceux qui voudraient prendre la tâche, vérifier l'éligibilité de leur projet ou poser des questions particulières. On regarde régulièrement et on y répond systématiquement. Et puis, l'accès à la plateforme dématérialisée, je vous ai mis le lien que vous retrouverez donc sur le site de l'agence, agencedusport.fr. Alors, le partenariat avec la Banque des Territoires qui est en cours d'élaboration et de finalisation, eh bien, c'est pour conjuguer, j'allais dire, nos expertises. L'agence avait déjà mis en place un plan de relance en matière de rénovation énergétique en 2021, 2022, 2023, et donc a un certain savoir-faire en la matière. La Banque des Territoires a mis en place en 2023 un programme InduRénov pour rénover les écoles. Et donc, ces deux expertises, on est en train de réfléchir à la façon de les conjuguer pour mieux accompagner les collectivités, leur offrir un accompagnement depuis l'idée du projet jusqu'à sa réalisation. Et la Banque des Territoires intervient plutôt en amont. Nous intervenons plutôt en aval. Et donc, l'idée, c'était d'offrir un parcours. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, donc, comme l'a dit Maxime, une charte est en cours de finalisation qui va porter sur la rénovation des équipements sportifs, qui détaillera tous les process, tout ce qui est mis à disposition, etc. Et dans le cadre de ce partenariat, la Banque des Territoires pourrait abonder le budget de l'agence pour financer une partie des études quand l'agence consacrera son budget sur la partie travaux. Voilà l'idée, voilà ce que on essaye de mettre en place. Merci beaucoup pour cette présentation. On est tout de suite rentré dans le cœur du sujet, le financement et l'ingénierie que nous aussi on peut proposer. Donc, merci beaucoup pour ce partenariat qui se construit. Voilà, on a certainement des annonces bientôt, donc merci pour ça. On a déjà pris un tout petit peu de retard, mais voilà, on est quand même un peu dans les temps. Donc on va suivre donc avec la présentation de Nicolas Foll, donc qui est directeur pôle sport loisirs à Fougères Agglomération et représentant de Landis. Donc merci Monsieur Foll pour votre présentation et juste pour donner un peu le résultat du questionnaire qu'on a fait passer tout à l'heure. Donc les qualités qui sont présentes, c'est quand même principalement des qualités qui sont au début de leur projet, plutôt études préalables, définition de projet, mais on a aussi quelques qualités en exploitation. Donc il y a les sujets aussi d'exploitation qui sont présents quand on a un bâtiment.
Bonjour à tous. Donc voilà, je me représente. Donc Nicolas Foll, directeur du service sport loisirs de Fougères Agglomération, membre de l'Andis, secrétaire de l'Andis Bretagne. Juste le contexte. Je gère trois équipements structurants sur l'intercommunalité, 55 000 habitants, un complexe sportif sur le nord du territoire, en milieu rural, un centre aquatique assez important avec plus de 7 bassins qui génère plus de 200 000 entrées par an et un centre de loisirs, centre équestre et base de loisirs aussi en milieu naturel. Voilà, donc je vais être amené à vous présenter un petit peu les rôles et les missions de l'ANDIS. Donc l'ANDIS, qu'est-ce que c'est? C'est une association donc sous deux formes, hein. Il y a une loi 1901 voilà, qui est en charge de structurer, d'organiser le réseau des acteurs du sport de la filière territoriale. Et il y a une côté syndical un petit peu qui est l'assistance juridique. Il arrive quelquefois que voilà, nos collègues ont besoin d'assistance dans ce domaine-là. Donc, c'est le premier réseau territorial du sport en France. Donc, on rassemble vraiment tous les agents de la filière, donc pas uniquement que les directeurs des sports, les responsables d'équipement. On a aussi des cadres techniques, des agents techniques qui peuvent intégrer. Voilà. Donc, vraiment l'intégralité de la filière. Et donc, c'est un réseau qui s'adresse exclusivement, donc, du coup, aux agents territoriaux dans le cadre des activités physiques et sportives. Notre mission, ben, on accompagne les acteurs. On promeut évidemment les politiques sportives. On est au service des élus dans les territoires. On met au cœur le sport des politiques sportives. Donc, on participe, vous allez voir, avec de nombreuses actions et de nombreux réseaux. On assiste nos collègues dans les relations avec les collectivités. Et on participe aussi avec des contenus de formation, notamment avec le CNFPT. Ouais, Maxime, tu peux. Hop, voilà. Donc, un petit peu notre représentativité au niveau géographique et sur l'ensemble du territoire. Et on a aussi quelques territoires ultramarins qui sont en train de se structurer. Donc, on a à peu près 600 adhérents qui se retrouvent chaque année lors de journées nationales. Et donc, on a une organisation territoriale qui s'est calquée sur la nouvelle réorganisation des territoires et des régions en France. Donc, vous voyez à peu près les logos. Donc, voilà, on s'est répartis. Et chaque entité, en fait, il y a 13 comités régionaux qui ont leur identité propre et leur spécificité et qui se rassemblent au sein d'un réseau national. Donc, chaque comité organise ses propres journées de formation. Donc, il y a à peu près, ou d'information, entre 2 et 4 fois par an sur des journées régionales. Et on a un grand colloque national, comme je vous le disais. Là, le dernier s'est déroulé à Vichy cette année, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière. Donc, l'émission, on fait énormément de veille informative au niveau des membres. Donc, c'est vraiment le rôle du réseau. Donc, on a à peu près des antennes un petit peu partout sur le territoire et auprès des organismes déconcentrés de l'État. On représente aussi maintenant le réseau et les acteurs des territoires auprès des instances. Donc on assiste énormément, que ce soit au ministère des Sports ou même auprès d'autres instances, dont EduRénov, voilà, et d'autres associations. Évidemment, on est présent au Salon des maires, aux côtés de nos élus qui sont rassemblés au sein de l'Andes. Donc, les deux stands se côtoient et on échange énormément. On se côtoie au quotidien, donc évidemment, on se côtoie aussi derrière sur les salons et les représentations. Et on a un partenariat avec la SMAC, qui est une société d'assurance dédiée aux agents territoriaux. Et donc, la force du réseau, donc c'est systématiquement, il y a un ou des collègues qui donc, sont plutôt chargés de la veille juridique. Moi, c'est mon cas en Bretagne, par exemple. Donc, dès qu'il y a un texte qui sort, un projet qui sort ou un décret qui sort, évidemment, on en informe, on le diffuse et on le commente. Et on peut éditer des petites fiches spécifiques qui permettent justement aux acteurs de terrain d'être au fait des problématiques et de s'adapter immédiatement, comme on a pu le connaître lors de la crise Covid, par exemple. Donc, on a participé à la rédaction de tous les guides sur la réouverture des équipements sportifs avec le ministère des Sports, entre autres. Et donc, on positionne vraiment comme un centre de ressources. Voilà. Du point de vue des adhérents, ben voilà, on essaie de garder ce côté très professionnel, mais aussi convivial, parce que dans le sport, la convivialité, c'est important. Et donc, essayer de se retrouver régulièrement sur des événements ou des regroupements et de fédérer les adhérents autour de projets communs. Et donc là, du coup, évidemment, notre mission, c'est d'augmenter notre visibilité et la notoriété de l'Andis, et donc de participer au maximum de projets. Merci Maxime. Donc voilà, je vous ai mis quelques petites illustrations sur les thématiques qu'on a pu participer avec moi et mes collègues.
Donc évidemment, donc les actions de EduRénov sur la Banque des Territoires, j'ai pu participer à une présentation à la Banque des Territoires il y a quelques mois déjà sur cette thématique. Euh, Avec l'ANDES, on a co-rédigé le fameux Fonds bleu 2030 sur vraiment un guide axé sur les piscines et la rénovation énergétique des piscines et le développement des piscines sur les territoires carencés, notamment avec la problématique de l'eau et des ressources hydriques. On participe aussi avec le CEREMA, l'ADEME et Acté sur des guides. Il y a un livrable là qui va sortir normalement prochainement en fin d'année. Donc, il y a 4 groupes de travail qui vont produire des fiches que vous allez voir sur les autres thématiques sportives. On participe évidemment avec des webinaires et des formations avec le CNFPT, qui est le centre de formation des cadres territoriaux. Voilà, on peut enchaîner. Merci, Maxime. Et évidemment, donc il y a des presses spécialisées, donc que ce soit des presses vraiment typiques territoriales comme la Gazette des communes ou Acteurs du sport, où souvent on est sollicité pour la rédaction d'articles ou d'illustrations d'exemples concrets. Au cours de nos journées d'études nationales, on a un partenariat avec Terrain de Sport. Et donc, du coup, il y a un numéro spécial qui sort et donc qui est diffusé largement au niveau national, entre 3000 et 5000 exemplaires à chaque fois. Et donc, c'est une mine d'or et une ressource vraiment sur l'ensemble des acteurs. Donc, on parle vraiment des équipements sportifs, on parle des terrains de petits et de grands jeux, on parle des espaces naturels. Donc voilà, on est vraiment au service d'outils. Et beaucoup de nos collègues ont participé aussi à la rédaction de guides, là sur les éditions Territoire. Donc là, c'est comme la thématique, c'est un peu la piscine aujourd'hui. Donc diriger une piscine, donc c'est un classeur qui regroupe à peu près maintenant une soixantaine d'auteurs. Et donc tous les ans, il est réactualisé soit en version numérique et en version papier. Et donc cette année, il y a encore une petite validation qui vient de sortir. Et pour illustrer le propos, je vais prendre mon exemple propre. Voilà, donc je travaille au sein d'une collectivité et donc on a mis en place un plan de rénovation énergétique sur notre équipement phare structurant qui est la piscine, qui représentait plus de 63% des consommations énergétiques de l'ensemble des bâtiments de l'agglo. On a une trentaine de bâtiments. Donc vraiment, c'était axe fort. Donc on a commencé le plan à partir de 2013. Et là, je vous ai montré quelques petits exemples voilà, assez frappants. Et donc, du coup, évidemment, c'est inscrit dans le décret tertiaire. Donc, on a déjà atteint les objectifs du décret tertiaire depuis 2024. Et on continue de manière vraiment tous les ans à chercher des solutions innovantes, opérationnelles, avec des acteurs, et avec des entreprises, avec des bureaux d'études, et avec des solutions qui même être des fois assez low-tech. Et donc là, quelques exemples, hein, 52% de la baisse de la consommation énergétique enregistrée en 2025. Et si tout va bien, cette année, on devrait atteindre presque 58% de baisse de consommation d'électricité. Sur le bois et l'énergie, on a baissé notre consommation de gaz de 89%. Donc, on est quasiment. Il reste 7% d'énergie issue de, de fossiles pour faire fonctionner une piscine. Et sur l'eau, eh ben, on a divisé notre facture d'eau, notre consommation d'eau par deux depuis 10 ans. Voilà. Ce qui a généré au total, si je cumule l'ensemble des économies générées, plus de 2,8 millions d'euros d'économies, c'est-à-dire presque 2 années de fonctionnement de l'établissement, pour un investissement inférieur à 400 000 euros. Donc voilà, donc il y a des solutions opérationnelles qui existent avec des coûts qui peuvent être importants sur les très très grosses réhabilitations, que vous allez le voir par mon collègue un petit peu plus tard, mais on peut intégrer des rénovations au fil de l'eau avec des moyens un peu limités, et l'impact, il est très très important. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit bien du coup l'importance de suivre aussi le suivi des consommations, de voir la performance réelle. Donc merci pour cette présentation et voici les contacts de Landis. Juste avant de passer la parole à la commune de Biscarrosse pour un exemple du coup très concret de la rénovation globale de la piscine Tournesol, je vous remets une petite question dans le chat, c'est de quoi avez-vous besoin pour lancer votre rénovation. Donc, ça nous intéresse de savoir si vous, voilà, de quoi vous avez besoin. Dites-nous si c'est, voilà, je ne veux pas vous orienter, mais pour passer à la rénovation, vraiment, dites-nous de quoi vous avez besoin. On essaiera de répondre à ces enjeux. Et on passe maintenant à la ville de Biscarrosse, donc Fabrice Serry, qui est ingénieur territorial à la commune de Biscarrosse et qui s'est occupé de la rénovation de la piscine Tournesol.
Fabrice, est-ce que vous arrivez à activer le micro? On vous voit bien. Et le micro. Oui, c'est bon. Parfait. Bonjour à tous. Donc oui, la piscine Tournesol de Biscarrosse, donc, qui a ouvert en 1975, c'était le grand programme de construction des piscines Tournesol des années 70. Elle fait partie des 50 piscines d'ailleurs qui n'ont pas été transformées, elle est telle quelle et elle s'ouvre encore. Moi, j'en ai connu une à Tarbes qui a été rénovée et qui a été isolée et elle ne s'ouvre plus. Elle, la coupole s'ouvre toujours et elle est toujours dans son jus. Le bureau d'études Vivien avait réalisé une étude et un audit énergétique en 2019. Le système de production calorifique a été assuré par 2 chaudières gaz, donc on était donc alimenté par le gaz pour le traitement de l'eau de la piscine et l'échangeur qui assure la production d'eau chaude sanitaire. Monsieur Et Sayer, les on avait rem- la vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on la passe maintenant ou Ah à la oui, fin? excusez-moi, C'est oui, vrai. allez-y maintenant, ouais, ça permettra peut-être de... C'est moi, je l'ai pas lancé. Ouais, allez-y. Normalement, le son devrait passer. C'est parti. Et puis, on aura le feedback juste après. Merci. Ça marche, merci. Alors, il s'agit d'un bâtiment très important pour nous, puisqu'il s'agit de la piscine municipale. Et que c'est un équipement qui, en fait, concerne toute la population, puisqu'il accueille des bébés nageurs jusqu'aux seniors. Les piscines, sans nul doute, font partie du haut du tableau sur les préoccupations et sur les coûts qui sont engendrés sur le plan énergétique. Et l'objectif était d'investir sur un changement, puisque, bien sûr, il était chauffé au gaz, comme beaucoup de bâtiments de cette époque-là. Les travaux étaient focalisés uniquement sur l'équipement. C'était vraiment dans le cadre de la rénovation énergétique pour avoir des économies d'énergie et respecter le décret tertiaire. On doit faire 40% de réduction de consommation à l'horizon 2030 avec cette nouvelle production. Donc du coup, on serait au-delà des 40% et pas loin des 50%. La commune appartient néanmoins à des réseaux pour lesquels on travaille sur ces sujets de transition énergétique et de transition écologique. Donc on appartient au réseau Amorce, on appartient au réseau ADEME et donc on souhaite toujours qu'il y ait bien sûr un accompagnement de nos services et de l'ingénierie que l'on va rechercher en s'inspirant d'autres expériences qui nous semblent être intéressantes. Du coup, ils sont partis sur, après différentes études, puisque c'était le plus rentable, sur une installation 100% électrique. On a une pompe à chaleur qui produit, ensuite une centrale d'air qui envoie tout l'air dans la piscine à 21 000 m3 par heure pour du coup chauffer l'air de la piscine. Alors le financement du projet a pu bénéficier du règlement d'intervention du département. Il y a un soutien avec le fait d'accueillir les collégiens. L'État est intervenu au titre de la DSIL. La commune a mobilisé 30% donc en matière d'autofinancement sur le montant total. Et nous avons donc bénéficié d'un prêt à taux privilégié de la Banque des Territoires, à hauteur également des 30% restants. Je pense qu'il y avait plusieurs enjeux. Bien sûr, d'abord, c'est que nous soyons au rendez-vous exemplaire en matière de transition énergétique. Donc, il y avait plusieurs volets dans notre politique. Donc, il y avait une urgence à prendre des décisions. Notre impact carbone va diminuer en consommant moins d'énergie fossile comme le gaz. Et pour le coup, politiquement, il était hors de question de laisser un équipement comme celui-là nous coûter trop cher avec la volonté que nous puissions continuer à apprendre à nager et à mettre nos enfants, nos jeunes et les familles en sécurité face au plan d'eau dont on a la chance de disposer sur le territoire. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc Madame le maire parle beaucoup mieux que moi, mais donc elle a fait la présentation et là vous avez tous les éléments dans la présentation. Moi, je vais peut-être m'attarder peut-être sur la partie un peu plus technique. Juste aussi quand même sur le contexte et le nombre d'usagers au sein de la piscine, puisqu'on est quand même sur 35 000 usagers en 2025, qui était une excellente année. Donc c'est une piscine qui est vraiment ouverte du lundi au dimanche, 300 jours par an. Donc, il y a vraiment une grande amplitude d'ouverture et c'est un vrai besoin. Même si, bien évidemment, Biscarrosse, on a l'océan et les lacs,
Mais franchement, bon, déjà l'apprentissage aussi de la natation, cette piscine, elle est importante. C'est la seule d'ailleurs à 30 km à la ronde. Donc vraiment, c'était important justement de conserver cette piscine et du coup de revoir cette production d'eau chaude et de traitement d'air, puisqu'on était, comme je vous le disais tout à l'heure, en production gaz. L'idée, ça a été proposé à Madame le maire en 2023. C'était donc du coup de passer sur une autre production. Donc il a été retenu, c'était encore le BE Vivien qui avait fait l'audit énergétique qui a fait ces propositions-là, de passer donc du coup par une pompe à chaleur. Et du coup, le traitement de l'air serait réalisé par une centrale de traitement d'air, une CTA thermodynamique. Et la production d'eau chaude sanitaire par un ensemble échangeur, ballon de stockage alimenté par la pompe à chaleur. Donc, les objectifs de cette rénovation étaient donc une meilleure performance économique, une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des contraintes techniques maîtrisées. Donc, le BE Vivien, à l'époque, en 2023, annonçait une économie annuelle de 29 111 euros. Voilà. On verra plus tard les chiffres. Sur le déroulé des travaux, donc la maîtrise d'œuvre a été assurée par le BE Vivien. Le marché a été attribué à SPI Building Solutions pour un marché attribué à 560 000 euros hors taxe après négociation. Donc les travaux ont démarré la période de préparation en mai 2024. Le chantier a démarré en juin 2024 et en hiver 2024, ils ont terminé d'installer la PAC et la centrale de traitement d'air. Alors, on a eu un problème après cet hiver 2024 sur la mise en route de cette nouvelle production, puisqu'on n'avait pas la température de soufflage suffisante pour avoir les températures d'eau et de chauffage nécessaires et suffisantes. Donc, du coup, on a continué à tourner sur la machine, sur la chaudière gaz. On a demandé au bureau d'études Vivien de revoir avec le distributeur et le fabricant, qui sont respectivement Dimena et Terreco, de revoir du coup leur copie. Et suite à ces études, puisque nous, en gros, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ou dans la vidéo, on souffle 21 000 mètres cubes par heure dans la piscine, sachant que les piscines tournesol, ce sont des véritables passoires, donc on a une grosse déperdition. Donc ça a été calculé, on a 54 kW de déperdition pour maintenir 25 degrés ambiants dans la piscine, ce qui nécessite du coup d'avoir une température de soufflage à 32,6 degrés. On pourra avoir 25 degrés dans la piscine. Sauf que en début 2025, on n'avait que 30 degrés, ce qui fait que du coup, le BE Vivien avec les fournisseurs et avec SPI ont retravaillé et donc du coup la solution qui a été trouvée, c'était d'ajouter une batterie électrique de 20 kg sur la centrale d'air et une autre batterie électrique de 15 kg. Du coup, ces travaux ont été faits d'ailleurs à la charge de SPI et du Vivien, puisque nous, la commande, c'était que ça fonctionne. Ça a été fait à l'été 2025 et à la rentrée de septembre 2025. Et fin septembre 2025, on a fait les OPR pour réceptionner le 30 septembre avec du coup une installation qui, là maintenant, était du coup complètement fonctionnelle. Alors le coût total d'investissement pour les travaux après avenant était de 691 363 euros TTC. Donc là, vous avez un petit schéma voilà, quand vous avez de l'air neuf qui arrive à 12,8 degrés, la centrale d'air ça passe par les échangeurs et on a un air soufflé à 31,7 degrés. Ça, c'est une photo qui a été prise. Vous voyez en bas de l'écran, c'est Terreco, ça c'est le fabricant. Et voilà, donc ça c'est le fonctionnement. Sur la vidéo aussi, vous voyez là sur la photo, ça c'est moi qui suis justement devant l'écran de la CTA. Et voilà, donc ça c'est relié d'ailleurs à une installation pour justement avoir à distance comment dirais-je, tous les éléments, puisque là, vous avez une PAC électrique donc, toute neuve, une CTA toute neuve, et il peut y avoir des petits soucis, là, j'en ai pas parlé dans le slide, mais par exemple, quand vous avez une coupure électrique, la PAC peut se mettre en défaut et s'arrêter.
Donc voilà. Donc ça, par contre, ça, on l'a fait après coup, de mettre en place un système de renvoi d'alerte pour que nous, on puisse réagir derrière et intervenir rapidement, parce que après la PAC, le temps qu'elle se remette en route, pour avoir les températures nécessaires et suffisantes de la piscine, ça peut prendre du temps. Voilà. Un petit visuel sur l'évolution des coûts et des consommations. Là, suivant le graphique que vous voyez, on était pour l'année 2025, on était sur un coût total de 163 000 euros en gros, et sachant que en 2024, on avait un coût de 239 000 euros. Alors l'ACTA qui avait été mis en place lors de l'hiver 2024 a permis justement de réduire la consommation de gaz. Donc déjà, ça a permis de voir que les travaux avaient un bel impact. Et comme on a ensuite arrêté la production de gaz après la réception du 30 septembre, nous sommes donc depuis le 1er octobre sur une production 100% électrique. Voilà, vous pouvez passer à la vraie. Donc bon, là, c'est beaucoup de chiffres, mais là, l'idée, c'était de voir quand même, parce que là, on a eu les dernières factures, donc du 1er octobre jusqu'à mi-mai. Donc on a une petite vision pour l'instant, on fera le bilan au 1er octobre prochain, mais l'idée, c'était déjà de voir l'impact que les travaux avaient pu donner sur les consommations et sur les coûts. Donc voilà, donc d'octobre 2025 à mi-mai 2026, on est sur une consommation électrique de 355 000 kWh et donc avec un coût associé à 79 000 euros TTC. Donc pour mémoire, le décret tertiaire, et donc la consommation de référence qui avait été déposée à l'époque sur Opérat était de 1 280 000 kWh. Donc l'objectif de moins de 40% en 2030, ça donne 772 000 en gros kilowattheures, et l'objectif de moins 50% en 2040, 644 000. Le Véovivien, lui, annonce une consommation annuelle après travaux de 700 000 en gros. Là, on voit qu'en 7 mois et demi, on est à 355 000. Donc, il est possible qu'on soit dans l'estimation du Véovivien. Et je pense même qu'on devrait être un petit peu à moins. Mais ça, encore une fois, ce sera le bilan au 1er octobre qui nous permettra de voir cela. Voilà, donc en conclusion, les travaux ont permis une meilleure production donc, pour chauffer l'air et l'eau de la piscine. Pour la déshumidification de l'air, puisque la CTA participe à la déshumidification de l'air, on est à l'étude là, sur la pose d'un déstratificateur pour quand même améliorer les conditions intérieures de la piscine. Donc là, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a un système de renvoi des données qui est à l'étude en cas de coupure de la PAC. Et voilà. Donc depuis les travaux, donc c'est ce que je vous disais aussi dans la salle précédente. Donc en 7 mois et demi, on est passé à 355 000 kWh pour un coût de 79 000 euros. Et en 2024, donc la consommation pour une année, c'était 1 241 000 kWh pour un coût de 239 000 euros. Voilà, donc on aura les chiffres plus efficients le 1er octobre, mais là déjà, quand même, on voit que les économies de consommation et de coûts sont bien efficientes. Voilà. Donc l'objectif qui avait été du coup donné en 2023 pour avoir une meilleure performance économique et une réduction des émissions de gaz à effet de serre sont atteints. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation avec un détail chiffré. Je précise qu'on enverra la présentation et l'enregistrement aux participants donc, pour avoir le détail. Donc merci pour la transmission de ces informations. Et puis félicitations parce qu'on voit aussi, comme à Fougères, donc la performance énergétique qui est réelle après les travaux. Pour information, on a fait un retour d'expérience aussi, comme la vidéo qui a été projetée. Donc, on fait une fiche de synthèse de cette rénovation, donc qu'on pourra, voilà, qu'on vous diffuse. Donc, il y a toutes les informations en vraiment synthétisé qui ont été présentées ici.
Et il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat, mais avant de prendre les questions, je vous propose juste de faire une petite présentation de quelques retours d'expérience de gymnase également. Donc je vais vous les présenter assez rapidement, mais juste après on prendra les questions pour nos différents intervenants, et notamment j'ai vu quelques questions pour Biscarrosse. Donc voilà, donc la rénovation des bâtiments sportifs, c'est pas uniquement les piscines. On a beaucoup parlé de piscines, mais je pense que vu les températures, ça fait du bien. Donc on a également financé, nous, Banque des Territoires, au-delà du programme EduRénov, on finance toutes les rénovations des bâtiments. Donc on fait le focus sur 3 rénovations de gymnases qu'on a accompagnées. Donc ici, on est à Cabourg, dans le Calvados, sur une rénovation d'un Garden Tennis Club qui a été rénové d'un point de vue assez patrimonial. Donc c'est un bâtiment qui est un peu de la belle époque et qui a été construit en 1907, 2500 mètres carrés, et vise 50% d'économie d'énergie pour un projet de 2,5 millions sur lequel on accompagne via un prêt de 1 million d'euros la rénovation. Vous trouvez un peu tout le détail ici, mais ça concerne principalement du coup une rénovation d'un patrimoine vieillissant, la mise en place de matériaux durables, du bois, et conservation de structures voilà, qui existantes avec le retrait de matériaux polluants. Donc c'est une rénovation assez globale d'un bâtiment qui est patrimonial à Cabourg. Vous pourrez voir le détail si vous voulez spécifiquement sur ce projet. Un autre projet, donc là plutôt en Alsace, à Célestat, un complexe sportif Charlemagne pour une rénovation énergétique globale, mais aussi une construction. Donc il y avait une rénovation et une construction donc sur un bâtiment qui fait 6300 mètres carrés total à la fin, avec une extension de 4700 mètres carrés, un coût global de 23 millions d'euros qui a été accompagné par la Banque des Territoires par un prêt de 4 millions d'euros. Et là, sur les bâtiments, sur le bâtiment existant, une très grosse réduction de consommation d'énergie qui était de 85% voilà, du bâtiment existant. Et un autre exemple, voilà, pour faire un peu un tour d'horizon. Donc là, on est en Île-de-France, en Seine-et-Marne, à Brie-Comte-Robert, le COSEC Ars-sur-Chaussy. Donc voilà, un gymnase un peu classique comme on en connaît beaucoup. Une surface totale de 4000 mètres carrés, mais qui a été euh, abondée d'une extension de 1500 mètres carrés, qui accueille 12 organismes d'usagers, donc associations sportives, 80% d'économie d'énergie, un projet à 7 millions d'euros, donc aussi un gros projet, et qui est accompagné par la Banque des Territoires par un prêt de 4 millions d'euros, qui permet via les travaux qui ont été réalisés, d'isolation, rénovation des toitures, modernisation des systèmes de chauffage, de faire beaucoup d'économies d'énergie. Je suis pas plus long là-dessus. L'idée, c'est de garder du temps pour les questions et réponses. Merci beaucoup pour les interventions. Il y a eu quelques questions déjà dans le chat. Il y a des personnes qui ont déjà répondu principalement aux questions. Mais maintenant, si vous voulez, vous pouvez lever la main. Il y a un petit bouton au milieu de l'écran en haut qui s'appelle Lever la main. Et vous pouvez cliquer dessus. On vous donnera la parole si vous voulez poser votre question directement aux intervenants. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire, mais sinon on peut prendre les questions qui sont déjà dans le chat, qui n'ont pas eu de réponse pour le moment. Il y en avait une notamment pour Monsieur Seri sur la piscine Tournesol. Est-ce que vous aviez pensé à faire une isolation de la structure, de l'enveloppe du bâtiment? Est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable sur ce type de bâtiment? Alors en fait, moi je vous en ai parlé, moi je viens d'une collectivité où il y avait une piscine tournesol à Tarbes et qui a été isolée, mais le problème c'est que quand vous isolez une piscine tournesol, elle ne s'ouvre plus. Et l'idée quand même c'est, là je parlais des 50 piscines qui n'ont pas été transformées, donc celle de Biscarrosse en fait partie, elle a toujours sa coupole qui s'ouvre à 120 degrés, donc elle fait partie des rares dernières piscines sur les 180 piscines tournesol qui ont été faites. Elle fait partie des 50 piscines qui n'ont pas été du coup modifiées. Mais en effet, c'est ce que je disais, en effet, c'est une vraie passoire thermique, hein, une piscine tournesol, hein, c'est une coque en plastique avec des hublots, c'est une vraie passoire thermique. Mais voilà, soit on l'isole et elle ne s'ouvre plus, mais c'était quand même l'idée, c'était que l'été, enfin au printemps-été, on puisse quand même l'ouvrir et que du coup le soleil rentre dans la piscine et soit du coup comme une piscine ouverte à l'extérieur.
Donc non, pas d'isolation dans ce projet. Ok, oui, mais on comprend bien la typicité du bâtiment qui fait que c'est pas forcément faisable ici. Ça peut l'être sur d'autres types de bâtiments, mais voilà, c'est plutôt les systèmes là qui sont Alors c'est performants faisable pour parce qu'on. que je vous dis, à Tarbes, ils l'ont fait, hein, mais le problème, c'est que si vous l'isolez, vous ne l'ouvrez plus. Après, c'est un choix. C'est un choix. Merci. Il y a une autre question, il y a deux autres questions sur la partie plutôt système pour vous aussi. Est-ce que du coup il y a eu une modification des températures de consigne? Et est-ce que le bâtiment a été labellisé BBCA, Non, donc bâtiment bas carbone ou bâtiment basse consommation énergie, ou c'était pas un objectif? non, non, et en plus, je pense que pour le label, justement, il aurait fallu isoler la piscine. Donc non, non, il n'y a pas eu de demande de label. Et les températures de consigne, oui, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure, peut-être sur le slide, je ne sais pas si on le voit, mais dans tous les cas, nous, on avait besoin de cette température pour pouvoir avoir. Nous, on a besoin la consigne intérieure, elle est à 25 degrés. Voilà, donc nous, il faut qu'on ait 25 degrés dans la piscine. Et c'est pour ça que on a besoin d'avoir un air soufflé à 30, combien je disais tout à l'heure, à 32 degrés minimum, 32,6. Voilà. Ça, c'est la température de soufflage minimum qu'il faut. Il faut souffler à 32,6 pour pouvoir avoir 25 dans la piscine. Ok. Je remonte un peu le fil de questions qui ont été posées dans le chat. Merci à Guillaume Schwab de l'ANS qui a déjà répondu à quasiment toutes les questions. Donc, je pense qu'il n'y avait pas trop de questions en suspens encore. Donc, s'il y en a encore, n'hésitez pas. Mais peut-être pour donner aussi les réponses qui ont été données dans la question qu'on a posée tout à l'heure, c'est de quoi avez-vous besoin pour rénover votre bâtiment? Là, principalement, les réponses c'est pas surprenant, hein, c'est souvent le financement. Donc c'est plutôt le financement et l'ingénierie. Donc le financement, on en a parlé via du coup ce qui a été présenté par l'ANS. Donc il y a des dispositifs qui peuvent vous accompagner par des subventions. La Banque des Territoires peut faire des prêts également, vous l'avez compris, pour compléter ça. Et sur l'ingénierie, on peut vous aider, notamment en amont de l'accompagnement de l'ANS sur des dispositifs d'ingénierie. Donc, si vous avez besoin d'une ingénierie, vous pouvez nous solliciter pour qu'on puisse faire un audit énergétique, un audit fonctionnel de vos bâtiments scolaires et bientôt sportifs. Mais peut-être, alors il y a une autre question qui arrive, accompagnement et du rénov, prise en charge à 100% par la Banque des Territoires. Effectivement, alors l'ingénierie que l'on peut proposer avec EduRénov, c'est via un marché à bon de commande. Donc nous, on recrute les bureaux d'études, on leur demande d'intervenir chez vous et c'est payé à 100% cette prestation. Donc vous n'avez rien à débourser. On paye cette prestation directement au bureau d'études. Vous n'avez même pas à le recruter. Enfin, vous pouvez pas le choisir. Par contre, on a déjà fait une mise en concurrence, respect des règles de mise en concurrence, mais on paye la prestation à 100%. Le seul point, c'est qu'il faut qu'on valide ça avec vous et on peut pas faire toutes les études d'un coup. C'est plutôt une ou deux études un peu pour débloquer des situations. Sinon, c'est bien pris en charge par la Banque des Territoires. Valérie Saplana. Oui, juste pour compléter, effectivement, pour les collectivités qui auraient déjà réalisé donc leurs études sans passer par la Banque des Territoires, hein, sans avoir reçu d'aide au préalable, et qui déposeront leur demande de subvention, comme je le disais tout à l'heure, ces études, le coût de ces études constitue des dépenses éligibles au titre de la demande de subvention. Et donc, dans le cadre du partenariat avec la Banque des Territoires, lorsqu'il aura abouti, une partie des études pourra être prise en charge quand même a posteriori, mais donc pourra être aidée via une subvention donc, de la Banque des Territoires. Et nous pourrons consacrer nos subventions aux subventions d'investissement, donc pour les travaux. Voilà, il y a la partie études, mais il y a la partie travaux et l'agence intervient très majoritairement sur les travaux. Merci. Et effectivement, sur EduRénov, si vous avez des questions, il y a des contacts locaux aussi qui peuvent vous aider, pas que nous, enfin pas que moi au niveau national, mais vous avez des contacts de la Banque des Territoires un peu partout en France. On a quelques slides de conclusion. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être juste nos trois intervenants, peut-être dans l'ordre des interventions. Si vous avez une ou deux phrases en conclusion pour voilà comment
aux collectivités qui ont des projets de rénovation, par quoi commencer, comment s'y prendre pour rénover un bâtiment scolaire, si vous avez un conseil à donner pour bien rénover ces bâtiments sportifs. Valérie, si vous aviez un conseil peut-être. Oui, moi, enfin, en tout cas, je pense que ce sont vraiment les diagnostics amont qui sont fondamentaux pour, j'allais dire, pour la suite et pour avoir un équipement qui soit le plus performant possible. Se faire aider dès l'amont par des spécialistes, c'est vraiment le plus important pour bien identifier les travaux qui sont les plus pertinents à réaliser et ça, c'est vraiment, voilà. Donc, on a la Banque des territoires et d'autres interlocuteurs, on l'a vu tout à l'heure, Acté, ADEME, etc., qui sont à même de pouvoir fournir des informations à la matière, des aides. Et la Banque des territoires, en particulier au travers d'EduRénov, a un ensemble de prestataires experts en la matière. Et donc, c'est vraiment ça qui est, à mon sens, le plus important. Et puis, je mentionnais les innovations. Je pense qu'il faut aussi s'inscrire dans ces innovations. La numérisation des équipements sportifs, à mon sens, me semble très, très importante. On n'a pas parlé, enfin, on ne l'a pas dit explicitement, donc parler de la partie exploitation. Hein. On sait que les piscines sont particulièrement déficitaires. Et donc, ces outils de numérisation sont vraiment des aides pour la phase d'exploitation ultérieure aussi. Et donc, voilà, je pense que ça sera intéressant de s'inscrire là-dedans. Et on fera une expérimentation avec le PUCA si on a suffisamment de collectivités qui s'inscrivent dans cette démarche. Le message est passé, merci. Donc l'ingénierie, l'accompagnement, l'innovation et sur l'accompagnement local, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais on est partenaire aussi des principaux acteurs d'accompagnement. Donc le programme Acté aussi travaille beaucoup sur ces sujets-là, de rénovation des piscines. Les CAUE, les ALEC peuvent vous accompagner aussi localement sur la rénovation de vos bâtiments. Donc n'hésitez pas, on essaie d'être tous complémentaires dans nos approches, dans nos accompagnements. Donc beaucoup d'acteurs locaux peuvent aussi vous aider là-dessus. Merci. Donc, Nicolas Foll pour Landis, un conseil pour bien rénover son bâtiment sportif. Bah, écoutez, je participe à énormément de travaux sur ce sujet. En fait, ce qui compte, c'est la connaissance de son établissement et c'est l'acquisition de la data, en fait. Donc, à partir du moment où vous connaissez les consommations, vous avez les relevés de consommation, vous connaissez vos ratios, vous pouvez mettre en place un plan d'action, en fait. Et si on ne peut agir que sur ce qu'on connaît. Si vous n'avez pas accès à la donnée, si vous n'avez pas accès à vos consos, à vos relevés réels en temps, bah derrière, vous ne pouvez pas agir. Je prends l'exemple du décret BAX, par exemple, hein, la mise en place des GTB et des supervisions. Nous, là, on a finalisé notre plan, 20% d'économie en un an, uniquement en exploitant à 100% une supervision moderne avec une intégration d'une IA. Donc voilà, donc c'est un investissement de 120 000 euros qui est amorti en 6 mois. Voilà, donc c'est vraiment, il y a l'exploitation créée par l'usage aussi, c'est la programmation, l'usage, l'accès à la donnée, à la data et le pilotage qui permet, en plus des grosses rénoves, hein, on l'a vu, permet aussi du coup de diminuer énormément les coûts d'exploitation des équipements sportifs. Merci. Ouais, donc, la donnée, suivre les informations d'exploitation, la consommation. Intéressant les graphiques que vous avez montrés, on voit bien la progression par l'exploitation. Merci. Fabrice Seri, un conseil pour bien rénover son bâtiment sportif. Ben, moi, je rejoins Valérie sur les diagnostics. Je pense que ça, c'est la base, c'est l'état des lieux des existants et les diagnostics, et, que ce soit structurel, énergétique ou autre. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, les études, parce que là, vous avez vu dans mon exemple de chantier que finalement, on s'est aperçu à la mise en œuvre qu'il n'y avait peut-être pas forcément la puissance nécessaire et suffisante. Il a fallu rajouter des batteries électriques. Donc, ben, on sait très bien, hein, pour qu'un chantier soit réussi, il faut que les études soient quand même bien faites et bien poussées. Donc voilà, diagnostic, études, et puis je dirais aussi le maximum de concertation avec les utilisateurs, parce qu'on fait des bâtiments pour des gens, et ça, c'est important aussi que les agents qui travaillent dans ces bâtiments soient associés aussi aux études. Voilà, donc là, nous, par exemple, aujourd'hui, là, maintenant, on a une grosse étude programmatique sur l'ensemble mairie
Alors peut-être que je me rapprocherai de vous pour voir si on peut rentrer dans le cadre de financement. Mais oui, on les associe déjà, rien que dans les études programmatiques. Et ça, pour moi, c'est essentiel dans un projet, puisque faut pas du coup oublier que l'on fait des bâtiments pour des utilisateurs. Voilà. Merci. Diagnostic, concertation, les utilisateurs. J'ai deux, trois diapos de conclusion. Pour information, du coup, on organise souvent des webinaires dans le cadre du programme EduRénov sur différents sujets. Donc là, depuis janvier, on en a 11 qui sont prévus sur ce premier semestre. Donc aujourd'hui, 29 mai, on était sur la partie rénovation des bâtiments sportifs. Mais récemment, on a fait sur l'adaptation au changement climatique, qui est très d'actualité maintenant, sur l'ingénierie, sur la rénovation en climat tropical, sur voilà, différents sujets de financement aussi. Et on en a deux autres qui sont prévus très prochainement. Donc un la semaine prochaine, le 5 juin, sur la désimperméabilisation des cours d'école. Donc on va parler encore voilà, un peu d'adaptation au changement climatique, comment gérer la ressource eau, infiltrer l'eau au niveau de la parcelle. Donc gros sujet pour la gestion de l'eau. Et un autre le 12 juin sur la rénovation entre biosourcé et préfabrication, comment ces solutions un peu innovantes peuvent aider à la rénovation des bâtiments. Voilà, on regardera ça avec trois entreprises assez innovantes qui viendront présenter leurs solutions. Et la grosse actualité pour nous en ce moment, c'est qu'en fait, on organise un événement, notre événement national qu'on fait une fois par an, qui s'appelle le Campus EduRénov, qui aura lieu le 7 juillet à Lille et pour lequel on vous invite tous. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous et on va passer, on invite toutes les collectivités qui sont dans le programme EduRénov. On attend 200 personnes et on va avoir une programmation assez riche entre, voilà, entre retours d'expérience, entre différentes choses, ateliers thématiques. On va être dans un lieu assez beau qui s'appelle le Palais Rameau à Lille, dans une école qui s'appelle l'école Junia, dans un ancien bâtiment. Et on va traiter de la thématique de la rénovation des bâtiments sportifs, notamment à travers différents ateliers, notamment un atelier sur la gestion de projet pour la rénovation des bâtiments sportifs. Donc là, on va parler de diagnostic, de priorité, de lancement, comment lancer un projet. Donc on aura un atelier dédié sur les bâtiments sportifs. Et l'après-midi, on aura aussi un peu sur le même format un café des projets, où là, on sera vraiment sur full retour d'expérience. On aura trois collectivités qui viendront présenter leur retour d'expérience de rénovation de leurs bâtiments sportifs. Donc, si vous êtes intéressé par ces thématiques et globalement par celle de la rénovation, n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement. C'est gratuit, c'est à Lille, le 7 juillet, avant les congés. Voilà, vous pouvez aller sur le site campusedurénov.fr ou si vous avez votre téléphone à portée, flashouiller ce QR code, vous pouvez vous inscrire assez rapidement. Dernière information, donc si vous avez une question sur la partie vraiment financement, vous voulez avoir un échange avec une personne qui vienne vous voir dans votre collectivité, on a des directions régionales partout en France et voilà, nos collègues de la Banque des Territoires peuvent voilà, venir vous voir et puis vous détailler les solutions qu'on a sur tous vos projets. Globalement, tous les projets que vous avez sur vos collectivités, pas que la rénovation des bâtiments scolaires ou sportifs, mais ils peuvent vous donner un peu le détail des solutions de financement qu'on peut proposer via les prêts. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore enregistré dans EduRénov, on vous mettra un lien pour vous inscrire. Il faut remplir un formulaire, ça prend environ 10 minutes pour qu'on puisse connaître votre projet et puis on espère après vous accompagner du mieux possible. Voilà, on a fini avec 10 petites minutes de retard par rapport à l'horaire prévu, mais on est plutôt dans les clous. Un grand merci à nos intervenants d'aujourd'hui pour leur partage d'expérience et d'expertise, les informations très, très détaillées et les opportunités de financement qui ont été présentées. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci. tous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, merci. Merci.